Président, Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Georges Chung et Jean-Claude vous souhaitent la bienvenue pour le lancement officiel de son deuxième essai de Georges Chung Dikkan. Le premier étant, j'espère que vous avez tous lu, 2020, quel demain? Nous y reviendrons, dans lequel il anticipait avec beaucoup d'optimisme l'avenir économique de notre pays, déjà en 2010. Une situation économique qui a été, comme vous le savez vous-même, plombée par un virus et qui a contraint les autorités, tous les niveaux confondus, de revoir un peu quel sera notre avenir. Son deuxième livre, qui paraît aujourd'hui, son deuxième essai, avec ce titre tout à fait pertinent, « Vaccinons notre économie », c'est même pas métaphorique ce titre, parce qu'il faut vacciner d'une certaine manière contre le virus et aussi pour doper notre économie, stratégie pour notre retour vers le progrès. Encore une fois, pas besoin d'être propédeutique pour une explication de texte. Stratégie pour notre retour vers le progrès. Nous étions vers le progrès, un progrès qui a été stoppé, qui a explosé en vol, qu'il fallait maintenant retourner vers ce progrès-là. J'ai été très attiré, surtout par la couverture du livre. J'ai cherché une explication et Georges me l'a donné, je n'ai pas découvert tout seul. Deux petites îles dans un océan extraordinaire. Cet océan est 10 000 fois, 30 000 fois, 40 000 fois plus important en termes de superficie que les îles en question. Donc c'est peut-être ce bleu-là, sans aucune coloration politique, ce bleu-là sera peut-être notre avenir. Sans plus tarder, comme ceux qui sont venus ici, nous faisons dans le commerce, buy one, get one free. Nous avons Jean-Claude de Lestrade, faire sa biographie, qui a été ministre, qui a été, vous savez, un peu, maintenant il est consultant un peu partout dans des conférences, et il a lu le livre de Georges, et il va nous faire une analyse, avec quelques réserves, m'a-t-on dit, sur certaines propositions que Georges a faites dans son livre. Sans plus tarder, on va essayer d'aller assez rapidement, parce que nous devrons rendre la salle aux environs de 17h30 à 17h45, parce qu'il y a un autre lancement d'établissement de Jean-Marie Chelin qui vient tout de suite après. Sans plus tarder, je passe la parole à Jean-Claude de Lestrade pour son analyse de l'essai de Georges Chung. Analyse, merci Philippe, peut-être un bien grand mot. Je me contenterai de vous dire pour l'essentiel tout le plaisir que j'ai eu à lire ce livre et les raisons pour lesquelles il me semble que c'était un livre nécessaire et que c'est un livre utile. Je vois pour ma part, après l'avoir lu et bien lu, au moins trois qualités premières. La première est évidente, ça va être un livre accessible, puisqu'il est gratuit. Georges doit savoir qu'un bon livre est un livre qui est lu. Ce n'est pas un livre qui est écrit, il ne sait rien s'il n'est pas lu. En tout cas, lui n'aura pas la mésaventure de cet écrivain qui a été, après la publication de son livre, il va au Salon du Livre à Paris, il s'installe dans un stand et il attend que les visiteurs viennent lui demander des dédicaces. Il attend une journée entière, personne ne vient. Il décide d'abandonner sa place et il se promène dans l'allée du salon.
Et là, surprise, il tombe sur quelqu'un qui lui dit, mais je vous connais, vous n'êtes pas monsieur un tel, vous avez écrit un livre, c'est pas vous qui avez écrit des livres. Il dit, oui. Et le visiteur lui dit, ben oui, je l'ai acheté. Et l'auteur lui dit, ah, c'est donc vous. C'est pas ce qui attend Georges, il s'est assuré que tout le monde aura accès à son livre et il mérite toutes félicitations pour cela. Bon, nous devons faire qu'il est aussi un imprimeur. Tous les auteurs ne sont pas imprimeurs et ne peuvent pas faire des livres gratuitement. Mais c'est une première qualité que de rendre ces réflexions accessibles au plus grand nombre. Deuxième qualité, c'est un livre éminemment lisible. J'ai commencé à le lire d'abord avec inquiétude. Parce qu'en général, les spécialistes, les techniciens sont illisibles. Il y a deux catégories, cela dit. Il y a ceux qui compliquent ce qui est simple, et puis il y a ceux qui réussissent à rendre simple ce qui est compliqué. Et Georges appartient nettement à cette deuxième catégorie, parce que nous rend intelligents, on comprend l'économie, et je pense que nous le devons à son expérience d'enseignant de l'économie. C'est un pédagogue qui s'adresse, et il n'est pas là pour nous épater avec des jargons ou des expressions que l'on comprend en faisant semblant d'avoir compris. Là, à la fin de l'exercice, on a effectivement compris. On ne savait pas que l'économie pouvait être aussi simple. Il rend donc, c'est grâce, donc dans la forme, c'est un livre extrêmement lisible. Troisième qualité de ce livre, c'est qu'il est intelligible. On comprend effectivement, dans le fond, c'est cohérent, ça fait du sens, c'est compréhensible et c'est assimilable. Même pour des gens de l'hôtel du gouvernement, je vous l'assure. Et j'espère que ce sera le cas. Il a fait l'effort de le rendre accessible, compréhensible, et surtout, ce n'est pas une boutade de la réflexion de l'hôtel du gouvernement, parce qu'il ne heurte personne. Il prend grand soin d'être dans la recherche, en vérité, du consensus. Il est dans le dialogue, il n'est pas dans la critique, il n'est pas dans le jugement, il est positif, il reste éminemment positif, même quand, le cas échéant, il y a nécessité de faire quelques critiques. Ce qui fait que ce livre est à la fois un cri d'alarme, parce qu'il met le doigt sur ce qui pourrait nous guetter si nous ne sommes pas attentifs aux leçons que nous devons prendre, mais il reste fondamentalement un acte de foi. Il dit ce qu'il convient de dire dans une situation extrêmement difficile, mais il a foi, il reste le pessimiste qu'il était déjà dans l'optimiste qu'il était déjà dans son premier ouvrage, il a un acte de foi. Son cri d'alarme vient de ce qu'il s'inquiète. À plusieurs reprises dans le livre, on voit qu'il s'inquiète de ne pas toujours, de ne plus reconnaître dans le mode de gouvernance actuel les forces qui avaient fait le succès passé. Même s'il est attentif pour dire attention, ce qui a permis le succès passé ne sont pas toujours encore pertinents aujourd'hui. Mais il y a quand même un certain nombre, une sorte de valeurs, de méthodes qui expliquent le succès passé. Et au premier rang de cette méthode de gouvernement, c'est l'appel à l'intelligence collective. Ce pays a réussi parce que, à plusieurs reprises de son histoire, quand il y a eu des moments extrêmement difficiles, on a fonctionné comme une intelligence collective dans la recherche de la
de la cohésion, dans la recherche des moyens plutôt que nous nous sommes donnés d'un dialogue fécond les uns avec les autres, l'État avec le privé, qui était l'un des grands fondements, ce dialogue permanent, ces échanges parfois critiques, mais toujours féconds entre le public et l'État. C'est une des clés du succès. Cette intelligence collective qui nous a permis d'avoir une cohésion dans la stratégie, et qui est aujourd'hui plus que jamais nécessaire après les bouleversements provoqués, Philippe vient de dire un mot, par la crise sanitaire. À ce sujet, Georges écrit, je cite la page 20, et il nous dit à un moment, je le cite, « Rien, absolument rien ne pourra rester comme avant. Si d'aventure ceux qui nous dirigent ne font pas preuve de lucidité et intelligence, ou s'ils ne sont pas capables de prendre ensemble les bonnes décisions démocratiques, alors le monde prendra le risque de plonger dans une longue période d'instabilité généralisée. C'est alors à des foules descendues de la rue qu'il faudra se confronter. Extrêmement juste, je partage tout à fait cette réflexion. Nous avons besoin de cohésion, nous avons besoin de consensus, nous avons besoin de travailler ensemble, nous avons besoin d'actionner notre intelligence collective. L'enjeu est considérable, l'auteur nous le dit. Mais en même temps, Georges, s'appuyant sur l'histoire économique de ce pays, conclut en quelque sorte que le pire n'est pas une fatalité. Il fait une longue incursion dans l'histoire économique du pays pour en tirer les leçons. Il sait, il ne le dit pas, mais c'est sous-jacent dans sa démarche. Il sait que l'histoire est un phare qui éclaire l'avenir. On parle de se complaire dans ce qui a pu être, mais de tirer les leçons pour s'adapter. C'est ce qu'on appelle la résilience. Et dans ce sens, le livre consacre un grand nombre de pages à raconter des années extrêmement difficiles que nous avons connues, le marasme des années 70-80, les dévaluations, le chômage, les crises sociales, les gens dans la rue, nous avons connu tout ça. Mais il raconte aussi, après ces années extrêmement difficiles, la sortie de crise. Parce qu'on est sorti de crise de manière totalement non programmée et inattendue, si on peut dire. Tellement inattendue d'ailleurs que les experts économistes, les prix Nobel de l'économie ont pu parler de miracle. Et ce mot miracle, ce n'est pas une invention de politiciens mauriciens, ce sont des économistes, et notamment ceux du Fonds monétaire international qui analysent la situation de Maurice, de là où le pays sort et là où il va arriver quelques années plus tard, ils vont parler de miracle. Et explication de ce miracle, entre autres, c'est justement que très rapidement, l'intelligence collective de la nation a été mise à contribution, illustrée dans un premier temps par un gouvernement de large, une coalition qui a eu à se créer un consensus, même si ça a été tendu par moments, mais c'était un débat utile, fécond. Réussite aussi attribuable à l'ouverture. Nous allons pouvoir diversifier notre économie au sud à travers le textile, l'habillement, grâce à l'ouverture vers de nouvelles contrées que nous ne connaissions pas, Hong Kong, Singapour, Taïwan, alors que nous étions jusque-là orientés essentiellement sur l'Europe.
et nous allons pratiquer une ouverture à une région du monde que les Mauriciens connaissaient peu, et qui va nous permettre d'acquérir de nouveaux savoirs que nous n'avions pas. Dans le textile, l'habillement, on va devenir les champions de production de pullover alors que nous-mêmes, on n'en porte pas. On va faire venir les matières premières que nous n'avons pas. Nous allons apprendre à les traiter, nous allons apprendre à imprimer, nous allons apprendre à confectionner, nous allons apprendre à connaître les marchés. Nous allons faire appel à des nouvelles technologies. Georges se souviendra, il en parle modestement et discrètement dans son livre. Nous avons introduit, c'est une des occasions où nous avons travaillé ensemble, justement à l'industrie à ce moment. Nous créons le Technology Diffusion Scheme qui permet de moderniser et de faire passer le textile qui commençait à battre de l'aile parce que le textile à forte intensité de main-d'œuvre était concurrencé par les nouveaux qui arrivaient sur le marché, la Chine, le Vietnam, le Bangladesh, le Sri Lanka, et nous on devenait de plus en cher. Et pour nous en sortir, nous sommes sortis par la porte de la technologie. Nous avons créé un scheme qui s'appelle TDS, Technology Diffusion Scheme, qui a attiré l'attention de la Banque mondiale, qui a financé en partie, et les opérateurs privés ont financé. Nous avons créé des mécanismes des alliés que Georges a présidé à un moment donné pour aider à la diffusion de ce scheme. Nous avons créé un magazine qui s'appelait Industry Focus pour communiquer. Et je vous raconte un petit épisode que Georges se souviendra, combien parfois on a strictement besoin, même quand nous croyons savoir, de cette ouverture sur l'étranger vers l'apport d'un savoir extérieur. Moi j'arrive au ministère de l'Industrie et je découvre dans un tiroir du ministre un petit rapport de 3 pages. Rapport, c'est beaucoup dire, c'est plusieurs dessins qu'avait fait un ingénieur, un consultant qui était venu ici, qui s'appelait Goyard. Et Goyard est venu faire une visite, il a tourné un peu dans les entreprises textiles de Maurice, après 25 ans d'expérience textile. Et Goyard se dit, mais enfin, c'est quand même incroyable ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes toujours en train de fabriquer selon je vais apprendre à ce moment-là ce que c'est. Vous continuez à produire selon le bundle system. Qu'est-ce que c'est que le bundle system? C'est que les produits, la matière première, les tissus arrivent en bundle devant un ouvrier qui unbundle, et qui fait une petite opération, qui bundle, qui renvoie le bundle à un autre, qui unbundle, etc. Et Goyard explique dans son petit schéma que chaque opération a un cost au produit. Et il explique, il dit, mais c'est bien simple, il faut arrêter ce bundle system, passer au nouveau système, où chaque opération a de valeur. Et c'est bien simple, vous ne pouvez pas passer tout de suite à la plus haute technologie, plantez 2 poteaux, mettez un fil nylon et faites move le tissu sur le fil nylon. Et rien que ça va faire que les entreprises vont gagner jusqu'à 105 ans de productivité. Je connais 2 usines, Sinotex et l'autre s'appelait, c'est un Tex aussi, on ne rappelle plus de son. Sinotex qui faisait les pantalons, notamment, et qui vont faire un progrès considérable. Aujourd'hui encore, c'est ce qui va nous sauver. Au point où nous en sommes, au niveau de notre économie, pour accélérer le progrès du développement, c'est la technologie et c'est le plaidoyer essentiel de cet ouvrage de James. Et il raconte aussi, pareillement, pour le tourisme. Le tourisme, à ce moment-là, il y a un seul gros groupe hôtelier qui a pratiquement le monopole, c'est lui, Moches Hotels. Et nous allons ouvrir à l'étranger, nous allons ouvrir aux Sud-Africains, Saint-Resort, et qui va donc introduire de la compétition et introduire le risque de nouvelles méthodes de gestion et de commercialisation du produit touristique. La fiscalité,
la fiscalité légère. Sujet d'actualité, M. Ken. Et Georges explique dans ce livre, je le cite à nouveau, que combien c'est une donnée fondamentale et que si nous perdons ce qui a été la force attractive de Maurice en matière de fiscalité, nous allons nous condamner à un moment où la concurrence devient vive. Et Georges, sur ce plan-là, il pose la question, à la page 38 de son livre, qu'en est-il de notre pays? Quelle nouvelle orientation la crise en cours, parce que c'est une crise bien entendu, devrait-elle donner à notre politique fiscale? La réponse, dit-il, me paraît claire. Il ne faut point y toucher, parce qu'elle nous a bien servi. Et quand elle sera l'épine dorsale de notre future action, quand il faudra de nouveau promouvoir notre pays à la sortie de la crise sanitaire, parce qu'elle sera l'épine dorsale. Maurice, comme Singapour, est depuis maintenant plus de 30 ans marqué par l'importance de l'ouverture au mouvement des capitaux mondiaux. En conséquence, notre attitude et nos politiques économiques et financières se doivent être flexibles par rapport aux exigences d'une si abondante et profitable ouverture. La stratégie post-Covid-19 pour notre rebond économique doit pouvoir compter sur l'atout constitué par notre industrie de services financiers, donc dépendante elle-même de cette fiscalité légère. Petite divergence là, Georges, qui date la reprise sur le plan de sur le plan de la diversification, tourisme et textile de 83. Sans doute, le gouvernement de 83 a été un formidable moteur d'expansion économique, mais la reprise date de 82. Remontons cette justice-là à Bélanger, ministre des Finances en 82, parce que ce qui va véritablement réorienter l'économie, c'est le programme d'ajustement structurel imposé par le Fonds monétaire international et que Bélanger applique in toto, ce qui va même lui valoir une défaite en 83 parce qu'il a introduit la seule taxe qui est la TVA actuelle, qui renfloue les presque de l'État. C'est l'argent que le National va distribuer parce que Bélanger il renfloue depuis bas. Et National a la chance de distribuer l'argent que Bélanger a engrégé. Même sur le plan touristique, le Hotel Management Certificate, qui a permis l'arrivée de players étrangers de notre industrie touristique, date de 82. J'étais ministre du Tourisme à l'époque, Kadewaya était à l'industrie, nous avons rédigé le Hotel Management Certificate, qui à l'époque, permet à Tradenson de venir et à Club d'investir dans l'expansion du club de canonnier et d'envisager un nouveau club. Alors, Georges s'appuie sur cette extraordinaire histoire de résilience, de sursaut, de rebond, pour tirer sa confiance dans l'avenir et à certaines conditions. La première, c'est de ne pas perdre nos bonnes habitudes du dialogue public-privé. Ce que personnellement j'entends autour de moi m'inspire de grandes inquiétudes. Il y a dialogue, peut-être dialogue de sourds. On ne se parle pas vraiment, on est face à face. On ne sent pas la volonté commune de chercher ensemble et de aller ensemble dans la même direction.
cette primauté accordée à l'intelligence collective est primordiale. Si on ne fait pas, nous allons payer très cher. L'esprit d'ouverture aussi, il faudrait... Excusez-moi. Nous avons expliqué comment l'esprit d'ouverture vers les autres, chercher les savoirs que nous n'avons pas. Les Mauriciens sont de plus en plus frileux à l'égard des étrangers, des experts. On a vu comment les syndicalistes arrivent à faire partir les étrangers qu'ils n'aiment pas. Il y a eu plusieurs expériences de cela. Il y a une expérience ces jours-ci, là, on est en train d'essayer de faire partir un directeur général d'un hôtel important, à coup de lettres anonymes, etc. Cet esprit d'ouverture sera extrêmement utile parce que, c'est le dernier aspect que je vais évoquer, le livre est par ailleurs, et c'est là où j'ai, moi personnellement, appris le plus, cet esprit d'ouverture va être absolument indispensable pour la phase nouvelle qui doit s'installer, qui est une phase qui doit accorder toute la primauté à l'introduction de nouvelles technologies et l'application de nouvelles technologies, notamment de l'intelligence artificielle. Les livres, il y a un excellent travail. Moi, j'ai appris beaucoup dans la dernière partie, chapitre 3 du livre, qui recense les extraordinaires progrès réalisés ces dernières années et qui explique comment les nouvelles technologies sont en train d'améliorer les performances économiques, y compris dans des domaines traditionnels, comme ceux de l'agriculture, par exemple. L'exemple qui est donné ici sur l'agriculture m'a particulièrement interpellé parce que nous sommes un pays dont l'agriculture est en déclin depuis de nombreuses années. La tendance est très nette. Nous avons produit l'année dernière un peu plus de 300 000 tonnes de sucre contre 600 000 tonnes il y a une dizaine d'années. Nous avons produit l'année dernière 93 000 tonnes de fruits et légumes contre 130 000 tonnes il y a 5 ans. Donc la situation est grave, la baisse de production agricole est constante. Mais ailleurs, dans le monde, nous sommes en train d'assister à la situation inverse. Grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des nouvelles techniques de production, les productions agricoles augmentent, y compris dans des pays plus lents à réagir, comme l'Inde, par exemple, en Chine en tout cas aussi. Donc des milliers de nouveaux agriculteurs sont en train de produire selon de nouvelles méthodes. Et je vous cite là aussi un paragraphe que Georges accorde à cette question. Et il écrit en 2018, les start-ups dans le domaine de l'agriculture étaient au nombre d'une cinquantaine, œuvrant à des projets pilotés par la haute technologie. Cette année-là, elles ont levé plus de 300 millions de dollars. Intello Labs, un nom par exemple, utilise un logiciel de reconnaissance d'image pour surveiller les cultures. Albono utilise l'intelligence artificielle pour fournir des solutions stabilisant les rendements. Tricky Robotics utilise des drones qui permettent aux agriculteurs de suivre les cultures en temps réel et de fournir une analyse précise de leur sol. Satchio, une start-up aussi,
aussi présente en Inde, utilise la technique dite ML pour évaluer les images de ferme et prédire la valeur économique de leur rendement futur. Point commun à tous ces acteurs innovants, ils augmentent la productivité et l'efficience à chaque maillon de la chaîne alimentaire. Ils illustrent la certitude que l'intelligence artificielle va bouleverser le monde en fluidifiant et améliorant toutes les pratiques de production, marketing et commercialisation. L'agriculture de papa est morte. Vive l'agriculture de l'intelligence artificielle. Et sans ça, je ne vois pas comment nous allons nous en sortir avec une main-d'œuvre vieillissante, une communauté des planteurs vieillissants. C'est un des messages essentiels de ce livre important. Il faut espérer qu'il sera entendu à la fois par les pontes du secteur privé qui se sont un peu endormis, mais aussi par les mandarins du secteur public. Félicitations à Georges. Merci de votre attention. Rapide tour d'horizon du livre de Georges. Je vois que l'essentiel a été dit, sans plus tarder, parce qu'il faut rattraper un peu le retard, un retour vers la stratégie, c'est un retour vers l'horloge. On passe la parole tout de suite à Georges. Je crois que l'Élysée voudrait après. Bien après, oui, bien après, c'est-à-dire à l'extérieur. Non, je veux dire, si tu débat. Ok, pas de problème, oui. On aura un moment pour, du moins j'espère, on aura un moment pour faire pour les échanges entre le public et l'auteur. Merci Philé. Une parenthèse avant de remercier pas mal de monde. Cette parenthèse, c'est que... Oui, alors, Jean-Claude Destrade n'est ni actionnaire de mes compagnies, il n'a ni participé en quoi que ce soit dans l'écriture du livre. Parenthèse faite. Je te remercie, Jean-Claude, pour ces mots très gentils. Et c'est la première réaction que j'ai, pour ainsi dire, par rapport à la sortie de ce livre qui a été fait inofficiellement la semaine dernière, mais qui sera faite de manière officielle tout à l'heure. Merci Philé aussi d'avoir accepté à introduire notre invité spécial. Merci Ken, merci Ipal, merci Mario, merci Harold, merci Dev, merci Lindsay, merci tout le monde de m'avoir fait cet honneur d'être là aujourd'hui. Cela dit, je ne vais pas beaucoup parler, parce que le livre en parle trop même, 40 000 mots, okay, écrits en l'espace de 3 mois ou 4 mois, puisque ça dit tout. Cependant, je voudrais en quelques minutes vous dire une chose essentielle. Et c'est l'essentiel, à mon avis, de ce livre, c'est de dire au plus grand nombre que la sortie de cette pandémie, on la fera, je pense. C'est une pandémie, c'est même un marasme, puisque on est tous d'accord à dire que le produit national de Maurice va chuter au-delà de 12, 13, 14, voire probablement plus de 14-15%. Les statistiques vont révéler tout ça dans quelques mois. Mais si on s'y met tout le monde sur deux choses. D'abord, si on arrive à faire un lifting, dirais-je, de tous nos secteurs classiques, à savoir la canne, l'agriculture, l'auto, à savoir le tourisme, à savoir le textile, les services financiers, on ne pourrait pas dire essentiellement, je sais ce qui se passe,
c'est la technologie. Oui, c'est la technologie. L'intelligence artificielle. Allô? Oui, alors, je vais essayer d'élever la voix. On fait confiance à l'intelligence artificielle. Alors, moi, je crois fermement, c'est ma profonde conviction, que si on arrive à lifter les secteurs traditionnels à travers la technologie nouvelle, qui est essentiellement l'intelligence artificielle. Ce matin encore, j'ai vu une déclaration de ce médecin, le docteur Ganesh. On n'entend pas à l'arrière, je crois, non? Ça va? Non, non, personne n'entend à l'arrière. Je suis un peu Peut-être je vais me mettre debout, gagner du temps. Non, je voulais dire que si on arrive à utiliser... Il faut l'allumer, hein. Alors, si on arrive, j'en fais la démonstration, par exemple, pour le secteur sucre, je pense qu'on pourrait facilement... C'est allumé. Non, il a pris là-dessus. Il n'appuie pas dessus, voilà. Il faut... Ne touche pas sur le... Allez. Oui, alors, ce que je voulais dire, si on arrive à appliquer cette trouvaille qui consiste à dire que l'intelligence artificielle pourrait augmenter la productivité du secteur sucrier par 20%, et je fais la démonstration réelle, en temps réel, ce qu'a fait par exemple les spécialistes de la canne en Inde, on pourrait gagner, et là je cite le chiffre de 6 milliards en devises étrangères dans un cycle de 14 mois seulement, par exemple, en mettant, par exemple, les 50 000 arpents ou 75 000 arpents, et j'estime que c'est entre 50 et 75 000 arpents de notre terre qui reste inutilisée, on pourrait faire entrer 6 milliards d'euros, puis en devises fortes, dans un cycle de production de 14-15 mois. Par exemple, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Alors moi je crois, et c'est ma conviction profonde, que si on arrive à avoir un plan d'action en utilisant cette intelligence artificielle, on pourrait, à mon avis, faire le lifting de tous ces secteurs traditionnels, y compris le tourisme, en réinventant par exemple l'offre de ce secteur, et on pourra, à mon avis, sortir un peu de ce marasme qui nous englobe, qui nous étrangle depuis ces quelques mois. C'est la première chose. Et la deuxième chose, encore une fois, voilà, même conviction, je fais la démonstration qu'on pourrait fabriquer, littéralement fabriquer, dans un espace de 2 ans, 3 ans maximum, 3 nouveaux secteurs piliers de notre économie. La mer, par exemple, et c'est l'objet même de ma couverture. 1000 words, one picture, dirais-je, le spécialiste de la publicité. Nous sommes entourés par 1000 fois la dimension de la terre de Maurice, ce qu'on appelle la zone exclusive de la mer, dont le propriétaire est l'État mauricien. Et il y a actuellement un mouvement très tangible de la part de beaucoup de pays, beaucoup d'institutions, beaucoup de ONG sur le plan international à faire la mer comme la priorité de toutes les politiques économiques d'un certain nombre de pays comme le Japon, par exemple. Et si on arrive à mettre en place un plan stratégique pour gérer la mer, par exemple, du point de vue de ses ressources, la mer nourricière, par exemple, ça pourrait être un axe important. La mer qui contient des minerais, par exemple, ça pourrait être un autre axe. La préservation de la mer, de tous ces points de vue, par exemple, ça pourrait créer des centaines d'emplois. On m'a posé la question, quoi par exemple? Les scientifiques, spécialistes de la mer, les techniciens. Et si on emploie des scientifiques et des techniciens, on emploierait bien des comptables, on emploierait bien des chauffeurs pour véhiculer les employés. On pourrait employer même
des dizaines et des dizaines d'emplois qui tourneraient autour de l'aspect administratif de cette planification. L'énergie dite verte, fondée sur l'énergie solaire, par exemple. Je ne fabrique pas la roue, je n'invente pas la roue. Dans un certain nombre de pays comme le Singapour, il y a des plans stratégiques libellés en termes de cycle. 3 ans pour tout Singapour de remplacer par exemple les pylônes électriques à ressources énergie de pétrole fossile, remplacer ça par l'énergie solaire. Et non pas seulement l'énergie solaire, mais l'énergie solaire intelligente, qui doterait tous les pylônes électriques des puces électroniques qui vous aideraient à dire, ben voilà, le soleil aujourd'hui est plus fort, allons réduire par exemple la capacité de ces carreaux d'énergie solaire, parce que ça va brûler par exemple, je ne sais pas, la batterie. Les puces vont vous donner cette information-là. Inversement, s'il fait trop noir, les puces vous diront, ben voilà, il faut pomper un peu plus d'énergie pour mieux éclairer les routes. Et s'il n'y a personne, ça s'éteint. Et s'il n'y a personne, ça s'éteint. Et si vous marchez par hasard là avec votre téléphone, avec le apps qui a été programmé dedans, et ça va rallumer par exemple dans l'espace de quelques secondes quand vous passeriez là, et ça va éteindre de nouveau. Les puces aujourd'hui sont intelligents, à mon avis, pour remplacer les contrôles, les boutons, et on n'a plus besoin d'un contrôle pour contrôler tout ça, d'un centre de contrôle pour contrôler tout ça. Et là, je fais la démonstration dans mon livre. Même Chicago, la ville de Chicago, a un plan d'action pour remplacer 20 000 rues, 20 000 ruelles par l'énergie solaire. Alors moi, je dis que si on a un plan d'action, moi je crois, avec cette conviction profonde dont je faisais référence tout à l'heure, on pourrait fabriquer, entre guillemets, un nouveau pilier économique de Maurice. On a en moyenne, ce que j'ai appris, entre 8 heures et 10 heures de soleil par jour, en moyenne, pendant toute l'année. Avec une probabilité qu'un jour sur 11, il va pleuvoir. Mais 10 jours sur 11, on aura le soleil. Et cette énergie-là, elle est pratiquement gratuite. Et je fais même la démonstration que ce secteur-là pourrait être un secteur d'exploitation dans un laps de temps probablement de 5 ans, 10 ans, à condition qu'on fasse appel aux spécialistes chinois qui sont, à mon avis, la Chine est devenue le premier pays à développer l'énergie solaire avec un modèle de rentabilité financière qui n'était pas là il y a 10 ans, 15 ans. Et le troisième pilier dont maintenant aussi qui est dans mon livre, c'est effectivement la technologie. Je crois qu'avec cette technologie AI, je crois que ça mérite, à mon avis, un secteur qui pourrait être un argent pour donner de l'énergie à ces secteurs traditionnels dont je faisais référence tout à l'heure. Et en lui-même, à mon avis, ce secteur peut, à mon avis, employer, et j'en fais la démonstration ici, des centaines et des centaines d'emplois. Voilà, mon message, c'est que pour sortir de ce marasme, pour sortir de cette pandémie, je crois qu'il y a 2 choses essentielles à faire. C'est de lifter les secteurs classiques, premièrement, et deuxièmement, faire de sorte qu'on arrive à fabriquer les 3 nouveaux piliers qui vont, à mon avis, nous aider dans un laps de temps de 2 ans, 3 ans à sortir de ce marasme.